Bonjour et bienvenue dans Vue d'ailleurs avec cette semaine une actualité très française commentée par Mustapha Tossa, rédacteur en chef à Radio Monte Carlo, Doualiya Alberto Toscano, éditorialiste italien, Delphine Denuy, correspondante pour le quotidien belge L'Écho et Éric Scholl, bien sûr, directeur de la rédaction de Courrier International. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer en parlant gros sous, pardon pour l'expression, oui, on va parler du budget, notamment de la partie recettes qui a été adoptée à l'Assemblée nationale à une très courte majorité. Les frondeurs sont passés par là. On reparlera d'eux dans quelques instants, mais la suite, c'est à Bruxelles qu'on la trouve. La Commission demande des comptes, des explications à la France. Le courrier est parti. Réponse dans la voix de François Hollande. Mais c'est une lettre très banale. Et on peut ne pas publier des lettres banales, puisque des lettres qui demandent simplement de l'information. Les économies, nous avons présenté 21 milliards d'euros en 2015. Alors on peut voir comment on peut mieux mobiliser certaines ressources, mieux calculer certaines dépenses, mais il n'y aura pas de modification sur ce point. Et de toute manière, il faudra donner notre réponse à la fin de la semaine, ce que nous ferons. Mais le dialogue se poursuit dans de très bonnes conditions. Bon, et précisons que l'Italie s'est également fait tacler. Alors, existe-t-il une porte de sortie pour le gouvernement entre Bruxelles, ses frondeurs et une politique qui pourrait se révéler déflationniste et donc augmenter les chiffres du chômage? Mustapha, qu'est-ce que vous en pensez de cette réponse de François Hollande? Oui, Philippe, en fait, les critiques de Bruxelles étaient attendues. Tous les médias et les spécialistes en ont parlé. Et on s'attendait, en fait, on était curieux de savoir comment le pouvoir politique, comment François Hollande allait répondre à ces critiques. Quelle est la porte de sortie qu'il va choisir pour botter en touche? Parce que de toute façon, apparemment, ces critiques, d'après les spécialistes, sont fondées. Le budget de la France ne correspond pas aux critères définis par Bruxelles et qu'il est un peu à la faute. Alors, on a vu la réponse de Hollande, c'est une manière de noyer le poisson, de dire que le budget n'a pas été donné dans le détail et donc la France se garde un petit peu la possibilité d'apporter des explications ultérieurement pour convaincre Bruxelles, mais on le sent aussi extrêmement gêné parce qu'il ne peut pas donner l'impression que c'est Bruxelles qui décide la physionomie du budget et les enjeux du budget parce qu'il y a un enjeu interne à la France. Si vraiment François Hollande donne l'impression que ce budget-là doit être validé politiquement par Bruxelles, il donne un coup de fouet à tous les europhobes, notamment les extrêmes en France. Il est coincé, quoi, si oui, je vous entends bien. Et on le sent dans sa manière de répondre, un peu de beauté à gauche et un peu de beauté à droite, et de donner la réponse la plus floue possible. Éric Scholl. Ce qui est intéressant, c'est de l'entendre le président dire cette lettre est très banale. En réalité, le sujet n'est pas banal. Le sujet, c'est la France, son déficit qui ne respecte absolument pas ce qui a été préconisé par Bruxelles. On est dans une situation, aujourd'hui, la France se retrouve être un peu le malade de l'Europe, et il faut trouver des solutions. Le budget présenté n'est pas suffisant, il va falloir aller chercher encore un peu plus loin. François Hollande le sait. Il sait qu'il a une majorité qui est plus que chancelante, on va l'occasion de revenir dessus. Donc effectivement, je suis d'accord avec Mustapha, il essaye de noyer le poisson, mais on ne peut pas dire que la lettre envoyée par Bruxelles soit banale, pas plus que le problème qui est posé par le budget français soit banal non plus. Non mais Eric, il faut situer la chose dans ce contexte, je me permets de prendre la parole. Et vous l'avez, on vous l'accorde, vous êtes là pour ça d'ailleurs. Non mais, il dit, la lettre est banale et on ne la publie pas. Et la question qui est importante est publier ou non la lettre envoyée par Bruxelles au gouvernement, dans le sens que l'Italie, grâce au gouvernement Renzi, qui a fait à mon avis un bon choix, a publié ce texte. Et il faut arrêter avec l'opacité systématique chère à M. Barroso, comme quoi on ne dit pas la vérité sur les négociations. Là, il y a une négociation occulte que M. Barroso souhaite et que certains gouvernements acceptent. Et il y a le choix qui a été fait par le gouvernement Renzi. Ce n'est pas toujours que je prends parti pour le gouvernement italien, mais cette fois, il le mérite. De dire la vérité. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre envoyée par Bruxelles? Pourquoi la France ne publie pas cette lettre? Parce que c'est banal, mais cette expression, c'est banal, cache
un souhait de négocier au-dessous de la table. Et je pense que les opinions publiques ont droit à connaître le contenu réel des négociations. Elle est rendue publique, là ça commence à fuiter, ça va être sur la place publique dans les heures qui viennent. Cela dit, le président du Conseil italien a été ferme, il a dit basta. Hein. Il a dit basta. Ouais. Et j'espère que François Hollande dise basta de la même façon, même pas peut-être dans la même langue. Oui, voilà, il ne dira peut-être pas basta, il en sera un autre français. Delphine. Ce n'est pas son caractère non plus de répondre de dire basta. De cette manière-là. Mais c'est vrai qu'on sent un déni, le mot est peut-être un peu fort, mais une volonté de relativiser, d'apaiser une lettre banale, un courrier banal. Alors qu'on imagine que ce courrier doit énumérer la liste des défauts, entre guillemets, de la France vis-à-vis de ses objectifs. Donc là, il y a un petit problème déjà de qualification. Je trouve que, du côté de Bruxelles, j'imagine qu'on a dû assez mal percevoir ce type de phrase qualifiant le courrier. En ce qui concerne la publication, je pense en effet qu'il ne va pas avoir le choix. Là, je voyais, c'est Cohérence Socialiste qui a demandé. Oui, mais ça y est, ça commence à sortir. Les 5 députés qui ont demandé, ces 5 députés qui ont lancé donc un mouvement, un nouveau courant socialiste en juillet dernier, qui commence à faire entendre leur voix. Et je pense que, oui, là, il n'a pas trop le choix, mais entre les frondeurs, Cohérence Socialiste, ça va dans tous les sens. Souverainiste, politique éventuellement déflationniste, ça fait beaucoup. Et puis aussi de manière générale, je crois que François Hollande se trouve dans la possibilité de faire la synthèse entre l'affirmation que la France est la seconde grande économie de l'Europe et une réalité que la France est un mauvais élève économique européen. Et cette synthèse-là, la faire avec du sens politique, ça c'est ce qui donne cette impression exprimée par mon collègue qu'on essaie de négocier en douce, dans le gris clair et dans le couloir. Donc il y a vraiment cette volonté de faire cette synthèse-là entre ces deux affirmations que Hollande, avec son sens politique traditionnel, peut aussi faire. Je ne désespère pas qu'il puisse convaincre un certain nombre de Français sur ça. Enfin, Bruxelles ne découvre pas qu'on ne va pas faire respecter les 3% cette année, on sera à 4,3%, le gouvernement le dit, qu'on va faire 21 milliards d'économies. Tout ça, ça n'a pas raison auprès de Bruxelles, d'après vous? Ça ne peut pas convaincre Bruxelles, ce n'est pas suffisant. Évidemment, Bruxelles adopte une méthode qui est purement arithmétique, tandis que le problème est profondément politique. Le problème est d'une Europe, d'une société, de l'Europe réelle, la société réelle de nos pays, qui est bouleversée par la crise. Et on ne peut plus appliquer tout simplement un critère arithmétique, 3%, 3,5%, dans un contexte où on a besoin désespéré de la relance. Il faut donner de l'oxygène à ces sociétés européennes. Il faut sortir de la guerre des religions entre croissance et austérité, pour choisir, sur la base d'un bon sens réel, une ligne qui permette en même temps de respecter l'essentiel du choix de la rigueur économique sans tomber dans la rigueur aveugle et un peu stupide. Et en gardant l'euro. Parce que ça apparaît pas en fait dans le... Bon, il y a évidemment des partis politiques qui en parlent. Il y a 5 ans, il y avait des personnes qui juraient dans 5 ans, il n'y aura plus d'euro. L'euro est là, il sera là aujourd'hui, demain et après-demain. Et je rajoute, heureusement. Je voulais juste répondre, moi je pense que c'est moins un raisonnement mathématique aujourd'hui qu'un raisonnement pragmatique de la part de Bruxelles qui pourrait pénaliser la France de 0,2 point de PIB. On le sait, quand on regarde le montant en termes de milliards d'euros à quoi ça correspond à 4 milliards d'euros et c'est exactement les chiffres dont on parle en coulisses entre Bruxelles et Paris pour se serrer davantage la ceinture. Et là, il est tout à fait normal qu'un président comme François Hollande dise en début de discussion on a fait 21 milliards en 2015, quid de 2016, on a fait 21 milliards en 2015, on peut pas faire plus. Bon, moi j'ai une question toute simple à vous poser. Est-ce que, d'après vous, la politique faite par Manuel Valls est une politique de gauche? Avant de vous écouter votre réponse, regardez le résultat de ce sondage. 67% des Français pensent que non. C'est un sondage Tilder, LCI, Opinion Web. Politique de gauche ou pas? En tout cas, je vais vous répondre autrement, ce n'est pas la politique pour laquelle François Hollande a été élu en mai 2012. Ça, c'est absolument certain. Ce n'était pas dans le contrat entre les Français et François Hollande. Maintenant, gauche-droite, on voit une politique
social-libérale. Donc oui, je pense qu'il y a toute une partie du centre et de la droite qui pourrait s'approprier, en tout cas sur le plan économique, une large partie de ce qui est annoncé par Manuel Valls. Pas ce qui est fait, parce que pour l'instant, ce qui est fait, on n'a rien vu. Mais ce qui est annoncé, ce qui est voulu, ce qui est souhaité, quand on parle de la fusion du CDD, du CDI, quand on parle de tous ces sujets dont on entend parler, oui, effectivement, ça fait écho avec ce qu'on a pu entendre depuis des années au sein du MEDEF. C'est le Manuel Valls, j'aime l'entreprise, qu'on retrouve là, oui. Les reproches adressés par l'aile gauche sur vous êtes trop proche du MEDEF, d'après vous, c'est crédible. On peut étayer en tout cas cette démonstration. Ce n'est absolument pas les engagements qui ont été pris en 2012. Donc effectivement, ça peut poser. Moi, je comprends qu'il y a un débat aujourd'hui au sein du Parti socialiste. Moi, je crois que si on prend, par exemple, Manuel Valls entre quatre yeux, on lui dit est-ce que vous avez l'impression de mener une politique de gauche? Je crois que sa réponse j'imagine, aurait été moi je mène une politique réaliste. J'essaie de mener une politique réaliste. Il va dire de la gauche moderne. En fonction de la zone, de la situation économique de la zone euro, de la crise économique internationale, et que forcément, parce qu'elle est réaliste, elle est en confrontation directe avec les grands tabous de la gauche. Notamment, on parle de CDI, on parle de l'assurance des prestations sociales et tout ça. Il est dans une logique où il remet en cause automatiquement ce qui a été considéré comme les grands acquis de la gauche. Et donc forcément, il donne l'impression de ne pas être de gauche. D'autant plus que, ça c'est aussi à notre niveau, quand il a été choisi par François Hollande pour remplacer Jean-Marc Ayrault, il a été choisi parce qu'il a ce profil-là. Parce que François Hollande veut sortir un petit peu, il croit, à tort ou à raison, qu'il peut gagner 2017, avoir un second mandat en gouvernant au centre droit. Alors, on en reparlera dans quelques instants après l'interview de Manuel Valls dans l'Obs qui dit on peut tendre la main aux centristes et halte à la gauche, il l'appelle passéiste. Voilà, c'est la solution ça, non ? Ça rappelle quand même 25 ans, il faut revenir 25 ans en arrière. 1988, on a un Pierre Bérégovoy qui est ministre de l'économie et on rentre dans une politique de modernisation de l'économie, de déréglementation, de privatisation. Et tout ça ne correspondait certainement pas au canon de la gauche de 1981. On était dans une autre gauche. Donc dire est-ce que c'est de gauche, est-ce que c'est pas de gauche, il faut quand même admettre à un moment ou à un autre qu'il y a plusieurs courants à gauche. Il y a un courant qui est aujourd'hui au pouvoir, j'allais dire aux affaires, c'est celui de Manuel Valls, et c'est certainement pas effectivement le même courant que la gauche, disons, plus socialiste. Moi, j'ai l'avantage d'être le plus âgé à cette table. Aussi le plus grand, mais ça ne compte pas en politique. Le plus âgé, sans doute. Et depuis que je m'occupe un peu de politique, et ça fait plus de 40 ans, et bien plus, presque 50, j'ai toujours vu une gauche qui disait à une autre gauche, toi, tu n'es pas de gauche. Toujours. C'est la même litanie insupportable. Devenue insupportable. C'est quoi une politique de gauche? C'est quoi? Avant de dire il est de gauche ou non, disons qu'est-ce que ça veut dire être de gauche. La politique, certains choix politiques sont destinés à faire tout le possible pour sauver l'État social, qui est la principale valeur de la gauche européenne. La crise identitaire de la gauche, on y reviendra dans la deuxième partie après le journal, puisqu'on s'intéressera aux frondeurs qui se proclament plus à gauche que le gouvernement actuel. À tout de suite.